Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ILTV pour un nouveau numéro de Sport Express. Au programme cette semaine, le tour d'horizon des résultats de nos sportifs et de nos clubs lors du dernier week-end. Et puis en football, nous vous proposerons le 3e épisode de notre série consacrée aux jeunes pousses du Pôle Espoir de Liévin. Mais sans plus tarder, on débute par les résultats du dernier week-end et notamment avec les sports de salle. En basket féminin, Carvin domine la Lanterne Rouge 55-39 et signe le début d'une nouvelle série en National 3. La SOB gagne pour la 2e fois de suite et laisse derrière elle la spirale négative de 5 défaites de rang. Toujours en National 3, mais chez les messieurs cette fois-ci, déplacement victorieux pour Dourges dans la capitale. La BCD remporte une 7e victoire cette saison et reste à portée des équipes de tête, toutes victorieuses ce week-end. Et puis en pré-national, fin de série pour Hénin-Beaumont, défait de 4 petits points à Calais. Le SHB reste donc 4e de pré-national après 9 journées. On passe au handball féminin, un week-end de revers pour nos deux équipes engagées en excellence. Carvin s'incline de justesse dans sa salle, alors que Courrières a tenu la dragée haute au leader, mais doit quand même s'avouer vaincu, 30-25. Chez les messieurs de pré-national, le week-end a souri aux Carvinois. Tombeur de Crépy en Valois 35-26, une victoire très collective pour la SHB avec pas moins de 11 buteurs différents. À la fin des matchs allés, Carvin est sur le podium avec 4 victoires. On ouvre à présent la page football de cette édition et on revient sur les principaux résultats de ce dimanche. En régional 1 féminine, Hénin-Beaumont remet la marche avant et signe un joli succès 5-2 sur la pelouse synthétique de l'espace Mitterrand. C'est la 6e victoire de la saison pour le FCF, la première depuis le 10 octobre. Chez les messieurs, Wany s'avançait très diminué face au 3e de Régional 2, Rem. Bécouche sur pénalty lançait parfaitement les barbistes qui allaient pourtant se faire rejoindre à l'heure de jeu. Mais c'est un bon point finalement glané par l'équipe de Foued-Lachoub. À l'étage du dessous, match de la peur au stade Porez entre Le Forêt et Saint-Gain. Et au final, pas de vainqueur avec un match nul 0-0. Les deux équipes restent engluées dans le bas du tableau sans avoir connu le goût du succès cette saison. On termine par la première division du district artois. Alors que le match de Rouvroy était remis dans le groupe B, Montigny s'impose sereinement contre le SC Artésien dans le groupe A. Le FCM effectue ainsi une jolie remontée au classement. Comme je vous le disais dans le sommaire, nous poursuivons cette page football avec le 3e épisode de notre série consacrée au Pôle Espoir de Liévin. Après avoir découvert cette structure et l'apprentissage du football à 11, nous allons nous pencher cette semaine sur la scolarité, qui est l'un des 3 piliers de l'apprentissage pour ces jeunes footballeurs entre 13 et 15 ans. Pour cela, nous rejoignons notre invité de la semaine. J'ai nommé Alain Delory, le responsable de la scolarité. Alain, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau avec nous. Alors, les téléspectateurs d'ILTV vous connaissent en tant que coach de l'équipe première du football club féminin d'Hénin-Beaumont. Mais aujourd'hui, vous avez votre casquette de responsable de la scolarité au Pôle Espoir de Liévin. En quoi consiste votre rôle ? Écoute Fred, moi je suis arrivé, donc c'est ma 20e bougie que je souffle cette année. Et mon rôle au niveau de la structure Pôle Espoir masculin, mais aussi du Pôle Espoir féminin, en fait je suis directeur adjoint sur les deux structures, c'est-à-dire qu'il y a les deux directeurs du pôle. Au milieu de ça, il y a moi. Et puis ensuite, de chaque côté, en dessous du pôle féminin, en tant que technicien, il y a Victorien Boulon et moi-même. Et en tant qu'adjoint technique, en dessous de Georges, le directeur, il y a Thomas Robaille, qu'on a vu lors du 2e épisode. Donc, moi, mon job, c'est vraiment d'assurer au niveau des deux structures le lien scolaire. En amont de leur entrée au pôle, il y a le processus de sélection, on a vu lors du premier épisode. Quelle place vous accordez aux résultats scolaires, à la scolarité, au moment de ces sélections ? Alors c'est bien que tu parles des résultats scolaires et de la scolarité dans la globalité, puisque en fait les résultats en soi, je ne veux pas dire que ce n'est pas important, puisque ça donne toujours une jauge de la qualité des capacités intellectuelles du gamin, en tout cas scolairement parlant. Mais nous, ce à quoi on va attacher énormément d'importance, c'est plutôt les appréciations, si tu veux. C'est pour ça que j'invite toujours les profs à être très
très consciencieux sur l'écriture de ces quelques mots, puisqu'un bulletin, ça va très vite, mais en même temps, pour nous, c'est quelque chose qui est lourd de poids et de conséquences dans notre analyse, puisqu'on est très vigilant au terme d'assiduité, au terme de détermination, d'envie, de motivation, d'écoute, d'attention, enfin tu vois, tous des mots un petit peu hyper importants qui nous permettent de voir si un gamin va être capable comme moi j'appelle ça en prépa mentale, de focaliser l'attention. Ce qui est hyper important. Pour les heureux élus, ceux de la génération 2008 par exemple, dont on va parler dans quelques instants, comment se passe leur scolarité sur les 2 ans ? Ils ont un emploi du temps aménagé scolairement. Aménagé ne veut pas dire amoindri. D'accord ? Ils ont une densité, ils ont des semaines très très chargées, si tu veux. C'est-à-dire que du matin à 6h30, ils se lèvent, c'est le petit-déj, c'est tout ça. On part à l'école 8h tous les jours. Et puis ils vont en cours jusqu'à 14 ou 15h en fonction des jours et des promos. Ensuite, ils reviennent sur la structure. Là, ils se changent et il y a 2 solutions. Soit ils font entraînement, puis études, puis repas. Soit ils font études, puis entraînement, puis repas. Okay, et après le repas, généralement, il y a de nouveau un temps d'études. En tout cas, pour leur scolarité, ils ont un cursus complètement classique. C'est-à-dire, la seule chose, c'est qu'au lieu de 3 heures de PS, ils n'en ont que 2. Puisqu'on globalise, et nous, on est, avec le collège, on est d'accord, on fait une semaine lors de la semaine de préparation pour travailler ce qu'on appelle les APPN, activités de pleine nature et sport d'eau vive. D'accord. Voilà. Alors, dans quel établissement vont-ils et comment se passent les relations entre le pôle et ce collège ? Alors, ils sont scolarisés pour les collégiens, puisqu'ils sont sur un cursus, donc année d'âge 2007-2008, ce qui correspond à un niveau 4e et 3e, scolarisés 2 ans. Au collège Descartes Montaigne, qui est au bout de la rue. Et ça, c'est une chance énorme. Je pense qu'on y reviendra un petit peu après dans la discussion. Et il y a un garçon que vous avez vu, qui est Ayoub, qui a 1 an d'avance et qui, lui, est scolarisé au lycée Henri Darras, qui est juste en face, le trottoir juste en face. Donc, on est vraiment ce qu'on appelle un collège et un lycée de proximité, puisque on n'a pas besoin de navette, pas besoin de bus. En 3 minutes, ils sont au collège ou au lycée, donc ça, c'est top. Comment se passent les relations entre les établissements et vous ? Comme je te disais, je suis arrivé il y a 20 ans. Mes premiers pas au collège, j'y allais un petit peu, je ne vais pas dire en moonwalk, mais je n'étais pas forcément des mieux accueillis. On nous appelait d'ailleurs les footeux. Et là, maintenant, les portes s'ouvrent puisqu'ils ont vu tout l'allant, toute l'énergie qu'on mettait justement à travers ce triple projet qui est scolaire, projet de vie, projet footballistique. Et vraiment, ils ont pris pleinement conscience de l'intérêt qu'on portait à la scolarité. Et d'ailleurs, quand on regarde les résultats scolaires actuels de nos jeunes footballeurs, je pourrais donner un exemple. On a un gamin qui est arrivé chez nous avec de très grosses difficultés scolaires parce que problématique d'encadrement, etc. Et puis voilà, enfin, la vie, quoi. Et ce gamin qui est arrivé avec, on va dire, 8 de moyenne, mais qui avait quand même dans son bulletin des choses très positives. Et là, aujourd'hui, on est content de voir qu'il a les félicitations là, du premier trimestre, puisque c'était son conseil de classe avant-hier, et il a un peu plus de 15 de moyenne, quoi. Donc c'est top. Alors nous sommes allés à la rencontre du principal du collège Descartes Montaigne de Liévin, monsieur Verplanck. Il nous parle de la scolarité des stagiaires et du partenariat avec le pôle. On l'écoute. Les élèves du pôle espoir de Liévin sont répartis dans 2 classes, donc 2 classes par niveau, 2 classes de 3e et 2 classes de 4e. On est dans un parfait partenariat puisqu'en fait on est sur des valeurs partagées. On parle beaucoup avec monsieur Tourné, c'est quelque chose que l'on porte conjointement du triple projet sportif, pédagogique et éducatif, et ça c'est vraiment une valeur très forte. Il y a un fort partenariat entre les éducateurs du pôle espoir et les assistants d'éducation et les CPE de l'établissement, de façon à ajuster la scolarité au plus près des besoins des élèves dans des circonstances particulières qui sont liées à leur projet sportif, mais aussi évidemment aux exigences de la vie d'un collégien au sein d'un établissement classique. Le bilan est très positif parce que ce sont des élèves qui sont vraiment très très bien accompagnés par le pôle et qui fait que en fait, toutes les petites difficultés qui pourraient se présenter, la réponse en fait est immédiatement apportée et elle est coordonnée avec les services de vie scolaire de l'établissement. Vous en avez un petit peu parlé. Comment s'effectue le suivi une fois qu'ils sont rentrés du collège et qu'ils sont au pôle ?
pour les jeunes, l'objectif, c'est déjà en priorité de fonctionner avec l'entraide. C'est-à-dire que moi, on doit, nous les éducateurs, être quelque part le dernier rempart, la dernière aide possible. Moi, je favorise l'entraide parce que ça développe plein de choses au niveau, enfin à tous les niveaux, que ce soit dans justement l'aspect collectif, l'aspect prise d'initiative, prise de décision, prise de pouvoir aussi, de leadership, etc. C'est vrai qu'on est une structure où il y a beaucoup de places dédiées à justement ce travail scolaire, cette énergie mise au service du travail scolaire. Pourquoi? Parce que c'est simple. Si on est capable de travailler, de mettre beaucoup d'énergie sur quelque chose qui, à la base, voilà, ils ne sont pas tous amoureux de l'école. Par contre, ils sont tous amoureux du football. Et on leur explique très très vite et très très tôt, très très jeunes, que s'ils sont capables à un moment donné de se faire mal, quelque part, de se faire violence, de travailler dur, de mettre de la rigueur et de l'exigence dans leur scolarité, à un moment donné, quand ils vont rencontrer des difficultés au niveau football, sur le terrain, sur le rectangle vert, eh ben, ils seront capables de faire face et ils ne vont pas découvrir ce que c'est que faire face à affronter des difficultés. Alain, on va faire une petite pause dans cet entretien pour rejoindre 3 éléments de la génération 2008. Alors, lors du précédent épisode, vous avez découvert Nino, Léopold et Jules. Nous les retrouvons cette semaine pour parler du collège, de la scolarité, mais surtout de football. Bonjour, je m'appelle Jules Fesca de Oliveira, j'ai 13 ans et je joue actuellement à la GIA d'Armentières. Bonjour, je m'appelle Nino, j'ai 13 ans, je joue à l'Amiens SC et j'évolue au poste de latéral droit. Bonjour, je m'appelle Léopold Jurski, j'ai 13 ans, je joue à Lens en tant que milieu défensif. Quel bilan tu tires de ton premier trimestre au collège? Personnellement, je suis satisfait pour l'école parce que j'ai 16,5 de moyenne. Avant, dans mon ancien collège, j'avais 15, 14,5, pas plus. Pour ma part, je trouve que mon premier trimestre a très bien été réussi. Après, il y en a pour certains où ça a été un peu plus compliqué, mais tout le monde cherche à avoir de très bons résultats. On essaie de s'entraider quand on est en études, que ce soit l'autre classe ou ma classe. Et pour ma part, moi, c'est un bon trimestre que j'ai fait. Je pense que je travaille mieux que d'habitude parce qu'ici, on est boosté et on est obligé de faire le maximum. Comment ça se passe aussi avec les autres élèves qui ne sont pas, eux, au pôle? En fait, par exemple, le pôle nous demande de ne pas porter les habits du pôle pour ne pas créer des sortes de différences entre eux et nous. Mais nous, en fait, notre but, c'est de s'intégrer totalement au groupe et faire partie des enfants lambda, quoi. On reste pas beaucoup avec les autres personnes non au pôle. On reste souvent dans notre groupe, mais je pense que c'est pas bien. On devrait plus s'ouvrir aux autres, mais après, c'est pas facile parce que... Voilà. Dès le début de l'année, ils nous ont demandé de s'intégrer avec les autres élèves et franchement, ils sont sympas. Donc l'entente de classe générale, elle est bien. Sur le plan sportif, comment ça se passe depuis qu'on s'est vu il y a 6 semaines? On a fait 2 matchs depuis, un contre Valenciennes et un contre Amiens. On a malheureusement perdu contre Valenciennes 3-1 et contre Amiens, après, on a gagné 3-0. Depuis la dernière fois, j'ai pas repris les entraînements, j'ai fait aucun match. Bon, je suis un peu déçue, mais c'est la vie. Donc là, j'ai un problème d'osgood, mais j'ai repris la raclée depuis la semaine dernière et j'espère reprendre vite. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'est osgood? C'est une maladie de croissance et c'est quand tu appuies sur un peu en dessous du genou et tu ressens une petite douleur quand même. J'avais repris 2 semaines à peu près avec le groupe et puis comme je n'ai pas encore bien fait ma croissance, j'ai eu une nouvelle blessure de croissance qui est subvenue. Et donc là, actuellement, j'ai un syndrome de Sever au talon. Et donc pour l'instant, je suis à l'arrêt, kiné, mais pas encore de réathlée. J'ai joué soit attaquant de pointe ou bien milieu offensif. Je pense que dans l'ensemble, ça va. J'ai pas fait trop de mauvais matchs. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est privé de ces rendez-vous que tout le monde attend? À vrai dire, c'est compliqué parce que d'une part, tu es content parce que tu vois tes coéquipiers jouer, c'est ton équipe, tu es engagé, tu es présent pour encourager l'équipe. Mais d'un autre côté, tu es mal parce que
tu te dis je joue pas encore, je suis encore sur le côté, quand est-ce que je vais jouer, tout ça. Donc c'est compliqué, mais il faut rester fort dans la tête. Je suis content pour eux, mais j'aimerais bien jouer aussi parce que ça fait longtemps. Mais je leur souhaite bon courage à chaque match. J'ai envie qu'on gagne, même si je joue pas, je prends ça comme si je jouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore plus faim? Ah oui, c'est sûr. Quand on est blessé, c'est sûr, on a envie de revenir, on a la dalle et puis on a envie de retourner sur les terrains et de tout donner. De retour sur le plateau d'ILTV avec Alain Delory. Alain, on vient d'entendre 3 représentants de la génération 2008, les premières années chez vous. Par rapport aux enfants que vous avez recrutés il y a quelques mois, est-ce que vous avez eu des surprises depuis septembre? Des bonnes ou surprises, alors à quel niveau? Au niveau de la scolarité? Au niveau de la scolarité, justement. Est-ce que, plutôt au niveau de la scolarité. Tout à l'heure, il y en a qui se sont découverts, mais est-ce que, en général, ça correspond à ce que vous aviez en tête? Ouais, il n'y a pas de grande surprise. Je t'avoue que pendant les 3 jours de recrutement, alors ce qui se passe en plusieurs phases, on a ce qu'on appelle les 3 derniers jours, les jours de probatoire, où là vraiment, entre guillemets, chaque gamin passe un peu à la moulinette, c'est-à-dire que du médical à la scolarité, en passant par les entretiens avec Georges, Cécilia Delage, la psychologue, et moi-même, il y a vraiment un questionnement balayé complet sur chaque gamin. Et on les connaît relativement bien à la sortie des 3 jours. Lorsqu'on préparait cette émission, tu insistais sur le rôle prépondérant des entretiens que vous menez régulièrement avec les parents et les enfants. En quoi consistent ces entretiens? L'essentiel, la base des entretiens, c'est de leur refixer des objectifs. Voilà, de les éclaircir, de leur dire voilà, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est mieux, ça va pas trop, ça tu progresses mais ça pourrait être mieux. Et puis après, on les remet sur une rampe de lancement en leur refixant des objectifs. Donc en première année, ils ont toujours 2 entretiens, mi-saison, fin de saison. Et en deuxième année, ils ont 2 entretiens également, donc plutôt après, entre les vacances de Toussaint et les vacances de Noël. Puis après, au mois de mars à peu près, tu vois, au retour des vacances de février en fonction de comment ça tombe, retour vacances de février ou avant les vacances de Pâques. Pourquoi? Parce que c'est là où les grosses décisions de centre de formation se prennent. Et comme les clubs, ils sont invités lors de ces fameux entretiens, les clubs, les parents et les responsables de la structure du pôle sont autour de la table pour le gamin. Donc c'est un moment quand même marquant pour le gamin parce qu'il y a du monde et entre guillemets du beau monde à ses yeux, en tout cas, ses yeux d'enfant, de jeune footballeur qui veut réussir. Et là, je peux te dire que les mots, les gamins boivent les paroles des coachs, même des parents et des nôtres. Et puis, on voit un changement malgré tout radical dès la semaine suivante, ce qu'ils mettent en place sur le terrain. Une prise de conscience. Voilà, il y a vraiment une prise de conscience. Ouais. Est-ce que vous devez insister régulièrement sur l'importance de la scolarité dans leur cursus, sachant que c'est des enfants qui, pour la plupart, veulent devenir footballeurs professionnels et qu'à un moment donné, on peut se dire, bon, l'école, c'est un peu secondaire. Ouais. L'idée, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils doivent toujours avoir un temps d'avance. Si je peux prendre le cas de Raphaël Varane qu'on a eu au pôle, on suit toujours les jeunes par la suite. Et voilà, Raphaël il est arrivé à un tournant, à un moment de sa vie, signé contrat pro, appel du Real, je passe mon bac en même temps. Enfin voilà, pour pouvoir assumer tout ça, il faut quand même être posé, carré et avoir une certaine stabilité dans les différents secteurs. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux jeunes, c'est que limite, ils doivent être plus matures plus rapidement que les autres. Est-ce qu'il existe une forme de corrélation entre performance scolaire et performance sportive? Je m'explique. Est-ce que pour un joueur dont vous voyez régulièrement les performances baisser en séance ou en match, est-ce qu'il y a toujours une explication au niveau scolaire ou pas? Alors ça dépasse, là je vais dépasser un peu la scolarité, puisque au-delà de la scolarité, tu as aussi l'aspect de vie globale. Tu vois, il y a des fois, je prends toujours cet exemple de manière très globale, je n'ai pas quelqu'un en tête précisément, parce qu'on a eu plusieurs fois le cas, tu vois, des parents qui se séparent par exemple. Et le gamin garde ça pour lui. Les parents n'en parlent pas, parce que c'est toujours un petit peu un sujet, pas tabou, mais en tout cas délicat. Et puis tu vois les performances du gamin qui chutent, à l'école et ou au foot. Et puis toi, bon coach,
Tu dis, bah, c'est pas normal, là, il baisse les bras, allez, on y va, et t'appuies, et t'appuies, et t'appuies, et t'appuies à un endroit où tu devrais pas appuyer, ou au contraire, tu devrais peut-être plus le mettre à ce moment-là, précisément, dans une forme de cocon bienveillant. Et c'est pour ça que nous, on veille à toujours avoir le maximum d'informations sur l'ensemble des 39 stagiaires du pôle. Puis pour justement pas faire d'impair et puis mener au mieux cette évolution, cette constance, en tout cas dans l'évolution de nos jeunes stagiaires. Mais effectivement, la scolarité, il y a toujours une corrélation. Voilà. Quand il y a des gros coups de fatigue, des gros moments de fatigue, tu le perçois à tous les niveaux de la vie, mais c'est un peu comme nous. Voilà. Ça reste des humains. Des humains, exactement. On va faire un deuxième break dans cet entretien, Alain, pour aller à la rencontre cette fois-ci de 3 éléments de la génération 2007. Romain et Gabin, que vous avez découvert lors du 2e épisode, et puis Ayoub, qui n'était pas présent. Ayoub, l'une des plus belles promesses de cette génération 2007. On les écoute. Bonjour, je m'appelle Ayoub Bouadji, j'ai 14 ans et j'évolue actuellement en tant que milieu central au club de Lille OSC. Bonjour, je m'appelle Gama Delassu, je suis gardien de but et j'évolue à l'USL Dunkerque. Bonjour, je m'appelle Leclerc Romain, j'ai 13 ans, joueur à l'Union sportive de Saint-Omer, milieu central. Quel bilan tu tires de ce premier trimestre de 3e? J'ai fait un bon premier trimestre, je trouve. Bon, un bon bilan, une bonne moyenne, dans l'attitude ça va, donc un bon bilan, oui. Comment ça se passe au lycée? Tu as 1 an d'avance en termes de rythme. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Non, franchement, ça va, ça se passe bien. Je suis délégué de ma classe, ça veut dire que j'ai su m'intégrer et franchement, non, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Pour vous, qui est en 2e année, c'est l'année du brevet. Est-ce que ça te met une pression particulière pour cette année? Non, pas forcément. Pour moi, il ne faut rien changer pour l'instant. Il faut continuer à travailler et puis je pense que tout se passera bien. On s'était vu il y a 6 semaines. Comment ça va depuis? Bon, ça va très bien. J'avance de plus en plus dans ma rééducation. Donc tout va bien. D'accord. T'en es où là dans ton processus de rééducation? J'ai recommencé à courir il y a 2 semaines et tout se passe bien. Je commence à intensifier les séances, donc tout va bien. Qu'est-ce que représente pour vous, pour toi, on va parler de toi, les matchs que vous jouez contre les clubs pro au cours de cette saison? Est-ce que c'est des moments très particuliers? Oui, c'est vrai que c'est des moments assez particuliers parce qu'au pôle, on est ici, on s'entraîne tous les jours ensemble, 5 jours dans la semaine. On s'entraîne ensemble, mais les matchs, ça nous permet aussi de nous évaluer et de nous comparer un petit peu aux autres clubs professionnels pour voir un peu ce qu'on en est. Je pense que contre Amiens, on est bien rentré dans notre match et puis qu'on n'a pas été en réaction et puis en action, effectivement. À quoi tu attribues ça, toi? Le fait que vous soyez un petit peu plus dans la réaction que dans l'action? Je pense qu'on a tendance à s'adapter à l'adversaire contre lequel on joue, mais qu'il faudrait plutôt leur imposer notre style de jeu. Je pense que le poste où je suis le plus efficace et où je prends le plus de plaisir, c'est comme milieu relayeur. Parce que j'aime bien faire un peu le box-to-box, ça s'appelle comme ça, aller de ma surface à la surface adverse. Qu'est-ce que tu as pensé de tes performances à toi? Pour moi, sur ces 2 matchs, j'ai été performant. J'ai fait de bonnes performances. Après, contre Valenciennes, j'ai eu beaucoup plus de boulot que contre Amiens, ayant fait tout le match contre Valenciennes. Mais sinon, je pense que j'ai fait des bonnes performances. Qu'est-ce que ça fait de voir les copains préparer ces rendez-vous qui sont importants quand même dans la saison et d'en être privé? Faut savoir que j'apprends aussi dans le vestiaire, j'écoute les consignes du coach, donc ça me fait un peu aussi progresser même de l'extérieur. On arrive presque à la mi-année. Dans 6 mois, tu ne seras plus là. Pour toi, le fait d'avoir signé au LOSC, est-ce que ça te simplifie ta saison dans la tête par rapport à d'autres? Oui, je pense que oui, ça aide. Parce que notamment, il y en a, quand on va arriver vers notamment février-mars, ils auront plus cette pression de signer que moi, je n'ai pas, car j'ai déjà signé. Pour l'instant, j'ai pas de proposition ni rien. Je suis pas contacté ni rien et puis je suis dans mon club pour l'instant. Faut pas forcément que je me préoccupe de ça. Faut que c'est les clubs qui viennent. C'est pas moi. Il faut que je continue dans ma lancée. Enfin voilà quoi. Je sais pas. Tu te mets pas de pression supplémentaire? Non, pas forcément. À qui tu en parles, si tu en parles? Quand ça me travaille, souvent j'en parle en premier à mes parents. Et puis après, souvent, on décale ça sur les coachs pour qu'on puisse en parler, pour qu'ils puissent nous rassurer. Et puis, tout se passe bien après. Est-ce que ça serait un échec de ne pas avoir de club qui vient là sur la 2e partie de saison? Un échec, oui, quand même. Ouais, un échec, parce que l'objectif du pôle, c'est d'entrer dans un centre de formation. Donc, ouais, ce serait un échec.
De retour sur le plateau de Sport Express avec Alain Delory. On en a un petit peu parlé dans la première partie. Alain, mais par rapport à votre expérience, est-ce que les stagiaires de Liévin sont bien préparés pour la suite, et notamment les centres de formation? Les retours qu'on a des clubs pro et des structures, c'est que nos gamins sont des gentils. Donc il faut peut-être qu'on réfléchisse à ça pour les rendre un peu plus, voilà, un peu plus parfois égoïstes, individualistes, égocentrés, tu vois, pour qu'ils se mettent vraiment sur leur projet, puisque nous, on est vraiment dans un gros collectif. Et la différence entre un pôle espoir et un centre de formation, c'est qu'au pôle espoir, on essaie de leur faire comprendre, c'est que là, on est tous copains, il n'y en a pas un qui est là pour prendre la place de l'autre. Alors que quand tu rentres en centre de formation, bah, y a des équipes qui sont formées, puis des fois, tu es à 2, voire 3 au poste, et que faut être meilleur que tes 2 partenaires, coéquipiers, qui sont en même temps tes premiers adversaires, puisque c'est eux qui prennent ta place ou pas. Ça, il faut les préparer à ça. Mais ils sont quand même jeunes, donc on y va crescendo. Par contre, pour le reste, au niveau des valeurs, des respects des règles, etc., de la structure, on va dire, l'hydratation, l'alimentation, le sommeil, c'est ce qu'on appelle la préparation invisible. Là-dessus, ils sont quand même assez carrés et le retour des centres de formation, la plupart du temps, vos gamins, c'est poli, c'est carré, ils savent où ils vont, où ils vont. La route, elle est déjà bien, ils sont déjà sur de très bons rails, quoi. Donc ça, c'est plutôt très positif. Ouais. C'est une jolie conclusion, Alain. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci encore, on s'adresse à toi, mais à toute l'équipe du pôle de nous ouvrir les portes, à chaque fois avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité. Ainsi s'achève ce numéro de Sport Express. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite. Retrouvez vos programmes sur le site iltv.fr, sur Facebook, YouTube et Instagram.